Aujourd'hui, on se retrouve pour la diffusion d'un témoignage historique. Vous reconnaîtrez Rose-Marie de l'épisode 4 de 26 rues des Lesbiennes. Son témoignage nous a semblé essentiel à partager par les temps politiques qui courent. Elle nous raconte son parcours et celui de son entourage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je suis née le 6 août 1939, pratiquement jour pour jour, 10 ans après la disparition de ma sœur, qui s'appelait Rose. On m'appelait Rose-Marie. En fait, on m'appelait Rosette, parce que ma petite sœur, au ciel, où elle est ma petite sœur au ciel, on l'appelait Rosette. Comme écrit, quand il se gourait, j'étais sûre de ne pas se tromper. Elle s'appelait Rosette, je m'appelais Rosette. C'est intéressant ça. On est donc le 6 août 1939. Le 6 août 1939, c'est un mois avant la déclaration de guerre. Le deuxième. C'est fou, ça. Alors, Marcel, géniteur. Donc là, il est mobilisé naturellement, il part là, c'est la drôle de guerre, la ligne Maginot, enfin tout ça. Bon. Donc le mari de ma mère, il n'est pas mobilisé parce qu'il est réserviste d'une part et qui travaille surtout dans une banque. Comme je l'ai dit, une banque en cas de guerre, c'est jamais perdant. Alors ça licencie pas. Voilà. Donc il est là et il change d'appartement et on arrive 5 rue Jean Varenne dans le 18e. Mes frères sont jeunes. Et il commence à se parler du service obligatoire en Allemagne, en fait, des trucs comme ça. Donc, c'est l'exode, c'est-à-dire que, de Clichy-sous-Bois, de Clichy-sous-Bois, on part en exode. L'exode, c'est-à-dire comme avec ma mère, qui était complètement déhanchée, qui boitait complètement, et en poussant mon landau, et elle est partie sur les routes. Alors, le mari était resté à Clichy-sous-Bois, l'autre Marcel était à la guerre, mes frères étaient sur les routes pour échapper aux avancées, tout ça. Et la petite boiteuse, elle a fait 300 km comme ça, en poussant mon landau. C'est vrai, c'est ce que je vous raconte. Alors après, il y a eu ce salopard de Pétain qui est allé serrer la main au monstre aux bottes rougies de sang, et les mains aussi pleines de sang, qui s'appelait Hitler. Et donc ça a été l'armistice. Et tout le monde s'est retrouvé, alors je ne sais pas comment, tout le monde s'est retrouvé là, dans ce HBM de la rue Jean Varenne. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire Mathieu Marcel, sa femme, ma mère, Simone, la petite Monette, Marcel, l'autre, qui avait été démobilisé, mais qui, comme il était infirmier, travaillait à la service public, n'avait pas été envoyé prisonnier, vraiment, mais avait été rapatrié en tant que sanitaire, parce que les sanitaires avaient priorité pour être rapatriés, donc il était revenu, mes 2 frères et moi. Voilà. Et là-dedans, il y avait 2 chambres, une salle à manger, c'était un grand appartement quand même, une grande cuisine. Et donc mon père avait pris sa carte au Parti communiste. Et qui était clandestin, qui avait été mis clandestin. Et le Parti communiste avait été dissous à l'entrée de la guerre. Il est rentré dans la résistance. Il a fait de la résistance. Il était responsable de tracts, de l'édition de tracts sur toute une partie de Paris, notamment sur le 7e, le 8e, enfin tu vois, les quartiers un peu comme ça. Enfin, il faisait du bon boulot, c'est bien ça. Il faisait du bon boulot. Et puis un jour, le réseau a été démantelé, parce qu'en fait, c'est des choses terribles que je vous raconte. C'était des gens les réseaux par exemple, ils avaient une cellule. Bien sûr qu'ils se connaissaient par leur vrai nom. Ils pouvaient avoir des noms de code. Ils se connaissaient depuis, ils avaient mangé chez l'un, chez les autres, ils avaient tracté ensemble, ils avaient fait tout ce qu'on voulait ensemble. Quand ces mecs de la Gestapo en chopaient un et qu'ils le tordaient bien, tu vois. Quand ils donnaient un nom, c'était pas le nom de code qui tombait, c'était le vrai nom. Donc ils chopaient tous ceux qu'ils pouvaient, tu vois. Et donc quand mon père on rentrait de chez le coiffeur, je me rappelle, chez la coiffeuse rue Legendre, juste à 17e, à côté de Guy Moquet, là-bas,
peu plus loin. Et on rentre et on monte l'escalier et la porte s'ouvre. Et il met la clé comme ça, et la porte s'ouvre, il y a des gens qui nous attrapent comme ça, des mecs qui nous attrapent comme ça, moi et tout. Hein. Ils nous balancent à l'intérieur de l'appartement. Et alors là, c'est l'explosion. J'ai 2 ans et demi. 2 ans et demi. Je vais avoir 3 ans, c'est au mois de mai, je vais avoir 3 ans au mois d'août. Et c'est la fureur. C'est tout. Il casse tout dans la maison, il cherche partout, des tracts, etc. Je ne reconnais plus personne. Lui, il le déshabille. Il le baffe, naturellement. Etc. Et ça, c'est comme si c'était hier. Hein. C'est imprimé. Je gueule, moi aussi. Parce que j'ai un petit fauteuil en cuir dans lequel je mets mon ours. Et dans lequel c'est assez grand pour que je m'assoie aussi. Ils attrapent ils cherchent des tracts, ils cherchent des preuves. Alors ils veulent le démantibuler. Je l'attrape, moi aussi. Je gueule. Et alors, là quand même, mon père dit mais non, arrêtez, vous voyez bien, c'est un jouet pour un gosse, quoi. Et je vous jure, il n'y a rien dedans, enfin, etc. Bon. Pendant ce temps-là, il y a ma mère qui hurle, mais alors de hurler, et qui dit voilà, alors qu'il est maintenant, il faut que j'aille fermer les volets parce que il y a la défense passive. Alors, je vous apprends plein de choses, je le sais. Hein, je sais. La défense passive, c'était qu'on n'avait pas le droit d'avoir des lumières allumées au-delà le soir. Il fallait occulter dans Paris, il fallait occulter à cause des bombardements et tout ça, et de la DCA. Alors, elle ferme les volets à toute vitesse, mais ça c'est pas moi qui l'ai entendu. J'entends ma mère hurler, c'est tout. Après, j'ai su le reste. C'est qu'en fait, mon père, il avait le stock de tracts dans l'appartement. Ils ne sont pas allés dans le KGB. Ils y sont allés, mais ma mère est passée avant. Elle a attrapé le paquet de tracts. Oh, ma mère, il faut vous dire que mon père mesurait 1m54 et ma mère mesurait 1m48. C'était des petites gens. Ma mère à cause de sa claudication et mon père à cause de son rachitisme étant enfant. Et donc, elle a attrapé le gros paquet de tracts. Et c'est quand elle a dit qu'il faut fermer les volets, elle l'a balancé par la fenêtre pendant qu'ils étaient en train de le claquer là dans une des chambres. Elle l'a balancé par la fenêtre sur la terrasse de la garderie d'enfants qui avait en dessous. En fermant le plus fort possible les volets et en gueulant de façon à faire diversion. Tu vois. Et après, quand ils sont allés dans le KGB, là, mon père raconte après, il a dit, là, ça y est, c'est cuit. Il a ouvert, il n'y avait plus rien. Voilà. Et ils sont partis. Ils l'ont emmené. Voilà. Et à partir de là, avec ma mère, on a fait toutes les démarches possibles, toujours à pied, elle, comme ça, moi, avec mes pattes de pas tout à fait 3 ans, pour aller chercher savoir où il avait été emmené. On a fait le commissariat du 18e, on fait pas pour vous dire tout ce qu'on a fait, etc. On a fait la prison de la santé, comme on peut appeler une prison de la santé. Mais vous voyez quand même, comme la vie, c'est ce que c'est la vie. On a une prison, on l'appelle la prison de la santé. Bon. Et puis un jour, on a appris qu'ils étaient à Compiègne. Je suis allée le voir à Compiègne, et puis un autre jour, on a su qu'ils allaient partir. Je l'ai vu partir dans un train, et je l'ai reconnu parce qu'il avait une musette. Et avec cette musette, je voulais toujours jouer avec cette musette. Et je l'ai reconnu de loin, et il y avait un Allemand qui nous a mis en joue, enfin, etc. Voilà, ça c'est... À partir de là, j'ai commencé quand même à être sérieusement un peu malade. C'est-à-dire, on n'avait rien à bouffer. C'était des tickets de rationnement. Ma mère n'avait pas de boulot, et il fallait manger, on n'avait presque rien. Moi, j'allais pas bien du tout. Il y avait des bombardements, le bombardement de la chapelle, qui a été terrible. On était dans le couloir, on n'a même pas eu le temps de descendre à la cave, aux abris. Et comme si on était ici, par exemple, tu vois, et d'un seul coup, tu vois le mur qui fait... Et moi, mon lit d'enfant qui était sur roulette, là-bas, l'a traversé la pièce. C'est incroyable, c'est vraiment des trucs... Tu peux pas te souvenir de choses comme ça. Et donc, ma mère était en grande difficulté. Donc, elle a commencé à m'envoyer à droite et à gauche. Donc, je suis d'abord allée chez des gens qu'on connaissait, qui étaient des cathos, d'anciens voisins quand ils habitaient dans le 93. Et je suis restée 2 mois, je crois, chez eux. C'était très bien chez eux, c'était gentil, enfin, tout ça, très bien. Enfin, je leur raconte ça. Mais après, eux, ils ont été sollicités pour cacher des juifs. Ils ont caché des juifs dans leur cave. Ouais, vous savez, vous imaginez ce que je peux vivre en ce moment. Hein. C'est vraiment...
Je me dis, c'est pas possible, ça ne peut pas revenir, ce genre de choses, c'est pas possible. Ils ont, bon, alors, je suis revenue chez ma mère, et après, on m'a envoyé chez ma tante. Et là, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que je l'ai mal vécu. J'étais pas bien du tout. J'ai su beaucoup plus tard que cet oncle était incestueux avec sa petite fille, beaucoup plus tard. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec moi? Je n'en sais rien. Je dormais dans leur lit, c'est tout ce que je sais. Bon. Mais j'ai été malade. J'ai été tellement malade que notre médecin a fait venir un pédiatre renommé à Paris. Et puis ça me faisait rien. On m'a fait des piqûres d'eau de mer dans le ventre. J'avais une trouille là-dedans. J'étais comme ça. Et donc j'avais 4 ans à peu près, 4 ans et demi. La toubib a dit à ma mère de me reprendre. Qu'il ne fallait pas que je reste là. Elle m'a repris et j'ai guéri tout de suite. Dans les 8 jours, j'allais mieux. Mais il n'y avait toujours pas à bouffer. Et donc, on a trouvé, enfin, je ne sais pas comment, ils ont trouvé à m'envoyer à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, près d'Orléans. Et là, alors là, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que j'étais chez des gens, la maison adjacente, c'était comme ça, avec une terrasse, et ça donnait sur la Loire. La Loire, le ciel de Loire, l'eau qui coule, enfin, des trucs comme ça. Et on mangeait. La première fois que j'ai mangé avec eux, ils m'ont mis à manger comme ça, et puis il y avait du pain à côté. Et alors, ils m'ont dit, mais t'aimes pas le pain, petite? Et c'est eux qui me l'ont raconté après, ça, je m'en souviens pas. Hein. C'est eux qui me l'ont raconté après, c'est resté dans la famille, ça se racontait, ça, c'était... Et j'ai dit, non, mais ça, c'est pas du pain, ça, c'est le gâteau. Je savais pas ce que c'était, tu vois, c'était... Voilà. Et alors, après, elle me faisait des petits pots à la vanille, des petits pots de crème à la vanille, enfin, etc. Là, j'ai vécu quelque chose de très bien avec eux. Je en parle beaucoup dans mon bouquin, ils étaient... Voilà, alors il y avait le père, que j'appelais Papière, la dame que j'appelais Mamie, une fille qui s'appelait Jacqueline, et voilà, alors là, on m'a mis à l'école, pas à l'école vraiment, mais à la garderie, là-bas, enfin bon. Mais j'étais très traumatisée quand même, je n'avais aucune communication avec d'autres enfants, j'avais jamais communiqué avec d'autres enfants, pratiquement. Alors ça a été un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est que j'étais là-bas chez eux depuis peut-être... 2-3 mois. Alors je me souviens de l'époque parce que Jacqueline travaillait à la mairie, donc la fille travaillait avec la mairie, le père aussi travaillait à la mairie de Châteauneuf-sur-Loire, et elle m'emmenait sur sa bicyclette, sur le porte-bagages derrière. Et ça me tapait les fesses parce que c'était des pavés, et je tenais comme ça, tu sais. Et voilà. Et quand on revenait, souvent le soir, on s'arrêtait à une boulangerie qui était juste à côté de l'église, qui avait été démolie par les bombardements. Alors, tu vois, tu avais le truc avec les gourmandises là, enfin, autant que ça se pouvait pendant la guerre, mais c'était Châteauneuf-sur-Loire, c'était pas Paris. Hein. C'était pas les mêmes ravitaillements. Et l'église qui était toute noire, l'espèce de cathédrale là, qui était toute noire, abîmée. Et là, elle m'achetait des tartes aux fraises. Une tarte aux fraises. Et après, elle m'achetait aussi des cerises. Moi, j'avais jamais vu de cerises. J'avalais tout, les noyaux, tout. Et alors elle s'en est pas aperçue tout de suite. J'aimais tellement ça. Et alors, elle me voit un jour, elle me dit, mais, et le noyau, elle me dit, j'ai tout mangé. Elle me dit, mais va te pousser un cerisier dans le ventre. Seulement, j'étais là depuis donc 3 mois à peu près, j'étais bien, je m'épanouissais. J'arrivais même à jouer avec les enfants d'à côté un petit peu. Et un matin, il était 6h du matin. J'ai entendu crier dans la petite chambre qui m'avait fait une petite chambre pour moi toute seule. Il m'avait appris des tas de choses, les fées, la fée bleue, la fée ceci, la fée cela, etc. Et j'ai entendu des hurlements encore. C'était la Gestapo qui venait les arrêter. Ils faisaient des fausses cartes d'identité. C'était des résistants. Ils faisaient des fausses cartes d'identité pour des gens, soit des juifs, soit des gens qui étaient en fuite. Et elle, Jacqueline, elle avait un petit, c'était même pas un kayak, elle appelait ça une périssoire. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une périssoire, c'est très instable. Le pont avait été bombardé, donc il n'y avait plus de pont pour passer la Loire. Donc il fallait, les gens qui voulaient aller en zone sud, il fallait traverser la Loire. Et elle leur faisait traverser la Loire avec sa périssoire la nuit. Puis ça avait été dénoncé aussi par... Mon père, c'est comme ça aussi qu'il a été dénoncé. Le gars qui l'a dénoncé,
Quand la Gestapo l'a pris, il l'a emmené rue des Saussets à la Gestapo française. Hein. Attention, vous ne vous trompez pas. Il y avait la Gestapo allemande, mais c'était la Gestapo française. Mon père, donc, quand il a été... Le gars la Gestapo française lui a dit, quand il a été pris, bon, ben, puis tu nies, on n'a rien trouvé chez toi, d'accord, mais t'empêche que c'est toi, on va te confronter avec celui qui t'a donné. C'était un gars avec qui il travaillait depuis 4 ans. Vous direz qu'il connaissait. Quand il l'a vu entrer, il ne l'a pas reconnu. Tellement il était amoché, le mec. Il voyait même plus clair, pratiquement. Il avait les yeux, un œil qui pendait, enfin, etc. Je vous jure que ce que je dis est vrai. Je vous donne ma parole. Le copain de mon père, qui était là, s'appelait Père, de son nom de famille. Et alors, la Gestapo lui dit, et lui-même, il le connaît, serpent à lunettes, parce qu'il cherchait un gars qui était responsable sur l'ensemble de Paris, de la distribution des tracts. Ils avaient très peur des tracts, les Allemands. Parce que les tracts, c'est ce qui faisait bouger la population. C'est par ça, si tu veux. Quand on allait glisser dans les escaliers, toujours en commençant par le haut, de façon à ne pas se faire prendre, moins prendre, dans le métro, les balancer à la tête d'un officier allemand, au moment où le métro... Des trucs comme ça. Mon père, il était très fier. C'est parce qu'il était tout petit, mon père. Donc il était un peu... je sais pas, mince, malingre, il arrivait à leur glisser des fois dans la poche derrière des tracts anti-allemands. Enfin, c'est un sale con par ailleurs, hein. Pas oublié. Alors, et lui, il le connaît, serpent à lunettes. Et mon père lui dit, mais père, tu sais bien que je connais personne, moi. Et l'autre, il a répondu, ben peut-être que lui, il connaît pas. C'est tout ce qu'il a pu répondre, le pauvre gars. Il est mort après, hein. Et du coup, il n'a pas été fusillé, il est parti en camp de concentration, mon père. Buchenwald, Sachsenhausen, enfin, etc. Il a fait 34 mois de camp de concentration. Il est revenu, il pesait 38 kilos. Et donc, je reviens à Châteauneuf, donc la Gestapo était là, même topo. Et alors, il venait chercher le père et la fille qui travaillaient à la mairie. Ils le savaient, ils avaient été dénoncés. Et la mère, qui était là, mamie, elle a simulé une crise de nerfs, une crise de folie, une crise de... Comment on dit maintenant, je sais pas quoi. Elle les a tenues pendant ce temps-là, tu vois. Elle jetait tout par terre, elle se déshabillait. Moi, j'étais là. Et c'était une femme qui était extrêmement posée, extrêmement pondérée, qui faisait jamais un mot plus que l'autre. Enfin, elle avait toujours un petit sourire et tout ça. Et moi, j'étais là, je me suis pissée dessus. Hein? Et pendant ce temps-là, son mari et sa fille ont réussi à se tirer par les toits. Enfin, tu vois, c'est des trucs incroyables. C'est vraiment... Et ça a été terrible. Bon, alors, ils sont montés au premier étage. Et au premier étage, il y avait leur fils, à ces gens-là, qui était, tenez-vous bien, qui venait de se marier. Il n'y avait pas longtemps. Et ils avaient eu un petit congé. Et il était avec sa nouvelle femme, enfin sa jeune femme, quoi, qui s'appelait Suzanne. Et qu'ils étaient là, venaient passer quelques jours pour s'aérer, quoi, enfin, etc. Eh bien, ils n'avaient pas eu les deux autres. Ils ont pris le fils. Ils l'ont emmené. Il est parti en camp. Il est parti à Dora, lui, l'usine souterraine d'Hitler, où on préparait les missiles. C'était une maison, une dévastation encore, une dévastation. La première dévastation, deuxième dévastation. Alors le soir, comme ils ont eu peur pour moi quand même, Suzanne, donc, elle m'a emmenée chez d'autres gens. Parce qu'ils se disaient, vous savez qu'ils cherchaient les enfants aussi. Et moi, je m'appelais Nem. Ce putain de nom qui ressemble tellement à un nom déjudaïsé. Benaïm, Naïma, Naïm. Et qu'est-ce que c'était que cet enfant? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il y avait des gens qui cachaient des enfants juifs. Donc, ils m'ont emmené dans une autre maison, chez une cousine, à l'autre bout de Châteauneuf. Où je me suis retrouvée enfermée, où il n'y avait plus personne. Je ne sais même pas... J'avais l'impression que... Là, j'ai fait une dépression. Là, je suis tombée, vraiment... C'est après que j'ai su que c'était une dépression. Et puis un jour, Suzanne est revenue me chercher. Les Allemands allaient partir. Les Allemands allaient quitter Châteauneuf. Le lendemain, dans le bar, on a entendu « Hello, hello !» Non, c'était les Américains qui arrivaient. Et là, c'était... Mais quand les Allemands sont partis, je les ai vus partir. J'étais sur la terrasse. Et je leur ai dit tous les gros mots que mamie
avait dit aux gestapistes quand ils étaient là. Et on m'a attrapé comme ça, on m'a fait rentrer. Et après, c'était les Américains. Alors les Américains, ils avaient des chewing-gums, ils avaient... Là-dessus, Papierre et Jacqueline, eux, qui étaient cachés quelque part dans Châteauneuf-sur-Loire, ils sont revenus. Et lui, il avait son tabac, alors que c'était moi sinon qui récupérais sur les mégots pour lui faire ses cigarettes, en fait, tout ça. Il avait ce tabac, moi j'avais des chewing-gums. Hello Rosemary. Puis ma mère est revenue me chercher. Je ne sais pas comment, ça je ne me rappelle plus du tout. Mais le lien avec ma mère, déjà que c'était pas terrible, parce que ma mère m'a toujours comparé à ma sœur morte. J'avais les yeux bleus, elle avait les beaux yeux noirs. C'est con, hein, ça. Et c'est comme ça. Moi, j'étais blonde à cette époque-là, et elle était brune. Alors déjà, c'était pas tout à fait facile. Et puis, quand même, de vivre tout ça, j'ai peut-être eu des moments où j'ai peut-être été un peu difficile. Surtout quand je suis rentrée de chez Béné. C'est là qu'elle a acheté le martinet. Vous savez ce que c'est qu'un martinet? Un truc avec un manche comme ça, puis au bout, il y a un petit truc en cuir, et puis il y a des lanières. Tu vois à quoi ça peut servir? À fouetter les petites filles qui sont passage. Enfin voilà. Mais, alors donc on est rentré à la maison rue Jean Varenne. Et puis un jour, le concierge est arrivé en criant dans l'escalier Madame Nem, votre neveu, parce que bien sûr, officiellement, mon géniteur était le neveu de son mari, donc son neveu à elle. Votre neveu est rentré, venez vite, il est rentré. On est descendu, il y avait l'ambulance qui était là, une sorte d'ambulance. Il y avait un mec dans un habit rayé, avec une petite fleur rouge, là, tu vois, en triangle. Là, j'avais 5 ans et demi, donc je me souviens, tu vois, très bien. Il pesait 38 kilos, même pas. Et moi, je ne le reconnaissais pas. Pourtant, je le connaissais. J'étais allée le voir même à Compiègne en prison. Et je ne le reconnaissais pas. Alors d'abord, il est allé en convalescence à Bichat. Tout le monde venait voir le déporter. Et là, ma mère a décidé qu'elle allait quitter son mari. Et elle a quitté le domicile conjugal. Et on est allé à Avranches. On va savoir pourquoi il voulait aller à Avranches. Ville ultra bombardée. C'était que des ruines, pratiquement. Je me suis ennuyée beaucoup. J'avais plus rien, je ne savais plus qui j'étais. Je suis restée avec ma mère, mon père. En plus, avec mon père, ça ne s'est pas bien passé du tout. Parce que mon père est revenu très diminué de Caen, très amoché ici, par tout ce qu'il avait vécu. Parce que je ne sais pas si des gens de votre âge peuvent imaginer ce qu'étaient les camps de concentration, mais c'est... Et pourtant, fleurissait quelque chose qui était du domaine de la résistance humaine. Alors ça, c'est la petite chose, si tu veux, qui peut nous faire garder quand même espoir. C'est-à-dire qu'ils étaient politiques, tous ces gens-là. Ils étaient politiques et résistants. Alors politiques, des fois de gaullistes un peu, mais surtout communistes, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et quand même, par exemple, quand les collets arrivaient, alors qu'ils étaient hyper sous-nourris, puisqu'ils étaient revenus, ils partageaient. Ils faisaient des parts. Il y avait 3 catégories, les plus vieux, les plus jeunes, et ce qui restait, c'était pour ceux du milieu. Faut le faire quand t'as vraiment la dalle, quand t'es capable de manger de la boue. Oui, il y a un peu de sang dedans d'ailleurs. Faut le faire. Enfin voilà, la guerre était passée, ça les avait complètement changés. Si vous voyez les photos au début de la guerre et leurs photos après la guerre, mais vous auriez du mal à les reconnaître. C'est un désastre, ces photos. C'est vraiment un désastre. On voit des gens abîmés. Ma mère, elle a pris 10 ans pendant la guerre. En 4 ans, elle a pris 10 ans, ma mère. Et ça s'est très mal passé avec mon père, parce que mon père était jeune. Peut-être qu'il avait à cette époque-là, quand il a été arrêté, donc, tu vois, il a eu ses 30 ans en 1944, mon père. Au moment de la libération des camps. Il a pris une bonne dégelée ce jour-là d'ailleurs. Mais enfin bon, il a fait les marches de la mort aussi. Les marches de la mort. Ils ont fait les squelettes là, qui marchaient à travers l'Allemagne pour que les Allemands espéraient leur faire échapper les Américains d'un côté, les Russes de l'autre. Et
pampan pour ceux qui ne pouvaient pas avancer. Tout ça c'est gravé. Hein. Alors peut-être que mon père, s'il n'y avait pas eu la guerre, peut-être que donc quand il m'a fait donc quand je suis né en 1939, donc il avait quel âge? Il avait 25 ans, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, 25 ans. Mais il n'aurait peut-être pas fait sa vie avec ma mère. Il serait peut-être parti, il aurait vécu ça, il serait parti, il aurait voyagé, en fait ça. Il s'est retrouvé coincé. Imagine, elle lui avait sauvé la vie en plus, avec l'histoire de tracts. Elle lui avait sauvé la vie. Sinon, il aurait été fusillé, c'était sûr. Un tract, même ramassé dans la rue, t'étais fusillé. Pour pas que les gens les ramassent. C'est ça la guerre, toi. C'est ça la guerre. C'est au-delà de ce qu'on peut raconter. C'est au-delà de ce qu'on peut raconter. Parce que là, je vous le raconte au niveau du tissu humain. Pas du tissu militaire, du tissu humain. C'est pas pareil. Cette archive vous a été présentée par l'Avalanche. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode hors série. Pour continuer à nous soutenir dans ce projet, les détails sont en description.